Bonjour à tous, donc je suis Loïc Bayard, je travaille pour GoPro en tant que formateur en vidéo 360 ou réalité virtuelle ou média immersif, c'est selon. Euh, donc du coup, ce que je voudrais faire en fait, c'est commencer par rappeler deux, trois concepts de base, même si ça a été assez largement évoqué sur la vidéo 360 en elle-même, puisque c'est quand même ce qu'on fait, on capture le monde réel, nous chez GoPro. Euh, pour faire très simple, la vidéo 360, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est donc une sphère et on est debout au centre d'une sphère qui est composée intégralement de vidéos. Ça, je pense qu'on est tous à peu près d'accord sur ce concept-là. L'idée, ben, comment est-ce qu'on arrive à ce stade-là? On part initialement, on a une caméra, donc en l'occurrence, la GoPro, c'est vraiment ce qui est utilisé par la plupart des producteurs de VR aujourd'hui, on va dire dans le milieu prosumer jusqu'à un certain niveau de gamme, puisqu'ensuite les caméras vraiment dédiées commencent à rentrer dans le même genre d'ordre de prix que des RED ou des choses comme ça. Donc il y a quand même une très très grande partie des captations VR qui sont faites avec des GoPro. Et la GoPro initialement a un champ de vision qui fait à peu près 123 degrés par 94 degrés. Et l'objectif, c'est évidemment d'arriver à une sphère complète, donc quelque chose qui fait 360 degrés par 180 degrés. Donc si une GoPro fait 120 degrés par 94, ben, assez simplement, pour arriver à une sphère complète, on va en rajouter. Et le chiffre un peu basique pour pouvoir faire quelque chose qui a une résolution suffisante et qui couvre l'ensemble de la sphère, c'est de mettre 6 caméras. J'ai une petite vidéo qui va vous permettre de comprendre un petit peu comment est-ce qu'on passe de ces 6 caméras à une seule sphère. Donc on part ici de 6 caméras et ça va permettre de comprendre un petit peu quelques éléments qui sont cruciaux dans la production de contenu 360. Le premier, c'est qu'il faut une synchronisation parfaite des 6 caméras. Et il faut évidemment 6 caméras qui ont exactement les mêmes réglages. Il y a tout un ensemble de conditions à respecter pour pouvoir atteindre ce résultat-là. Donc on part ici avec nos 6 caméras qui enregistrent toutes les directions en même temps. On va les rentrer dans le logiciel, on va trouver ce qu'on appelle des points de contrôle qui vont permettre de relier exactement les zones. On réajuste notre horizon pour que quand on bouge la tête, ça se passe normalement. On équilibre les couleurs entre les 6 différentes caméras, puisque certaines vont regarder le soleil et d'autres vont regarder de l'ombre. Donc il y a des gestions d'exposition et de couleurs à faire. Puis ensuite, il y a évidemment tout le challenge d'essayer de faire disparaître la personne qui actionnait les caméras, le trépied, les différentes choses qui se passent autour de nous dans la sphère. Et ensuite, une petite passe de correction de couleur. Et voilà, on a terminé. Évidemment, là-dessus, il y a une chose à comprendre, c'est que faire ce processus-là, une fois qu'on a terminé ce processus, on en est exactement au même stade que si on venait de sortir sa carte SD de sa caméra normale et que on l'installait, on vidait les fichiers sur notre disque dur. C'est des étapes qui sont préliminaires à tout le reste au final. Donc c'est des étapes qui prennent déjà beaucoup de temps. Ce qui peut expliquer pourquoi est-ce que les pipes de VR ont tendance à être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longs que ceux d'une production plus classique. Donc il y a un certain nombre de difficultés à gérer au niveau de la production et il y a aussi un certain nombre de difficultés liées à la 360 qui sont assez basiques, notamment une question d'optique toute simple qui est le problème de la parallaxe. Et c'est le fond de tous les problèmes aujourd'hui et de toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui sur comment est-ce qu'on produit de la vidéo 360 sont réellement liées à cette histoire de parallaxe, puisqu'on a évidemment, dans ce cas, dans l'exemple ici, une caméra qui va voir notre personnage en face d'une maison, l'autre caméra va voir le personnage en face de l'arbre, et on va devoir faire un choix à un moment ou à un autre. Quand on va vouloir assembler ce que voient ces deux caméras, soit on se focus sur le personnage, et dans ce cas-là, on dédouble l'arrière-plan, soit on se focus sur l'arrière-plan, et dans ce cas-là, on dédouble notre personnage. C'est évidemment une approche assez simplifiée, mais ça donne une bonne idée des difficultés qu'on a à résoudre quand on travaille en vidéo 360. Je l'ai dit avant, la synchronisation, le fait d'avoir des réglages qui sont identiques sur toutes les caméras, la simplification un petit peu du processus de capture, ne serait-ce que dans la manipulation de la caméra et dans les prérequis pour l'assemblage ensuite des vidéos. C'était un petit peu pour nous, en tout cas chez GoPro, c'était le premier problème qu'on voulait résoudre. C'est ce qu'on a fait avec une caméra qu'on appelle l'Omni, que vous pouvez venir voir en espace démo cet après-midi.
Donc la synchronisation, pour nous, c'était la toute première étape dans le fait de rendre la captation du monde réel en vidéo 360, mais avec une qualité professionnelle, puisque bon, il y a déjà les Samsung Gear 360 ou Ricoh Theta qui font un boulot tout à fait correct pour le marché qu'ils visent. Mais en qualité professionnelle, cette synchronisation, elle était cruciale, et c'est ce qu'on a réussi à faire. Pour nous, la deuxième étape, c'est justement la gestion de ces problèmes de parallaxe avec tout un ensemble de solutions qui vont être des solutions plutôt logicielles de reconnaissance et sur lesquelles on travaille aujourd'hui. Et selon nous, c'est d'abord ces problèmes-là qu'il faut résoudre avant de commencer à parler même de stéréoscopie. La stéréo, elle a un problème aujourd'hui, c'est qu'elle est très souvent faite avec des paires de caméras, puisque c'est ce qui fonctionne en vidéo traditionnelle. Et donc on essaye de réadapter à la vidéo 360 et pour tout un tas de raisons, les paires de caméras ça fonctionne pas très bien en vidéo 360. En fait, il faut nécessairement avoir chaque pixel vu par 3 caméras pour pouvoir lui donner des coordonnées Z et recréer dans ce cas-là une vraie 3D. C'est à peu près le seul moyen d'avoir une 3D qui est agréable pour l'œil dans toutes les directions. Donc ça sera pour nous le challenge suivant, avec l'objectif, on va dire, à long terme, qui va être d'atteindre ce qu'on appelle, nous, la 6 degrees of freedom, qui est la recréation, la simulation d'une parallaxe avec les mouvements de tête. L'idée étant de pouvoir ensuite, dans une vidéo, bouger la tête et voir les éléments se déplacer les uns par rapport aux autres. Une fois qu'on aura fait ça, globalement, on aura moyen de capturer le monde réel avec des caméras pour leur diffuser dans un casque d'une façon, enfin, on sera arrivé, on aura fini. Ensuite, ça sera au boulot de tous les gens qui font de la CG et des choses comme ça, d'améliorer le monde peut-être, mais pour ce qui est de la capture du monde réel, globalement, ça sera la fin de la route pour nous. Mais évidemment, c'est tout ça des choses techniques, c'est quelque chose aussi sur lequel je voudrais insister, et c'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans des aspects trop techniques, que je rentre pas dans des aspects trop techniques aujourd'hui. La technique, avec la VR, la loi de Moore se porte très très bien. La technique évolue à une vitesse qui est absolument hallucinante. Et ce que je vous dirais aujourd'hui, si je vous parlais de technique d'assemblage, etc., serait probablement plus valable dans 6 mois et fondamentalement différent de ce que je vous dirais dans un an. Donc la technique, au final, pour l'instant, c'est un point de friction sur lequel tous les acteurs du marché travaillent. Mais ça doit pas primer sur le reste. Aujourd'hui, le contenu est plus important que la technique. Et on a la chance d'être dans un milieu avec la VR où on défriche, on découvre, on innove et on a la possibilité de déterminer des choses qui fonctionnent pas et d'influencer réellement ce que c'est que le fait de raconter des histoires en vidéo 360, en VR, pour le futur. Et au final, je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est le contenu et l'innovation. Et j'aurais tendance à dire que si vous vous posez la question de ce que vous pouvez faire avec de la vidéo 360, c'est pas forcément la peine de tout de suite chercher à faire du 8K en 3D à 60 images secondes avec des RAID. C'est probablement mieux d'acheter une Gear 360, jouer avec, expérimenter et déterminer ce qui marche, ce qui ne marche pas, pour ensuite l'appliquer éventuellement à des productions qui ont une qualité un petit peu supérieure. Très rapidement aussi, on a hier évoqué pas mal les aspects de diffusion avec la vidéo, en VR, avec des casques, les histoires de cinéma, etc. On a quelque chose qui, dans un futur proche, dans un futur proche, on croit beaucoup, nous, chez GoPro à l'heure actuelle, qui est le fait que la vidéo 360, ça ne se limite pas au casque. La vidéo 360, c'est un super outil pour faire ce qu'on appelle de l'overcapture. Ça a été évoqué hier très rapidement par la personne de France Télévisions qui disait que, en effet, c'est bien beau d'avoir des caméras 360 pour un diffuseur télé ou pour par exemple un organisme de presse. Mais c'est des contenus qui sont assez compliqués à accéder et on se demande un petit peu ce qu'on peut en faire. Et on a notamment développé, nous, en interne, un plugin pour Adobe Premiere qui permet, à partir d'une vidéo 360, de recréer une vidéo complètement normale qui va être diffusée, qui ne va pas être lisible dans un casque, mais qui va être lisible sur un écran de télé ou sur un écran comme celui-là. Pour nous, ça a plusieurs utilités.
La première, c'est que si vous êtes en train de filmer une manifestation quelconque, que vous filmez dans une direction donnée et qu'il se passe quelque chose derrière vous avec une caméra traditionnelle, c'est terminé, vous n'avez pas ce qui se passe derrière vous, vous ne l'aurez jamais. Avec une caméra 360, vous pouvez filmer ce qui se passe devant vous, vous pouvez avoir votre angle initial, mais s'il se passe quelque chose derrière vous, vous l'avez aussi. Et en plus, vous avez aussi les réactions des gens que vous étiez en train de filmer initialement, et vous pouvez ensuite choisir en post-production de faire tous les mouvements de caméra que vous le souhaitez. Dans Premiere, avec juste un système de keyframe, c'est extrêmement simple et assez instinctif. Donc si vous voulez, j'ai une petite démo de ce que ça peut donner. Qui est donc initialement une vidéo qui est une vidéo 360 et qu'on a entièrement refaite pour être diffusée ici. Donc tout ça sont des plans qui étaient des plans 360 et les mouvements de caméra ont été faits en post-production. Ça veut aussi dire que les notions de champ de vision sont terminées, puisque ici on a 250 degrés de champ de vision, on peut aller quasiment jusqu'à 360 degrés avec des effets un peu funky. Et autant on peut faire des choses assez étonnantes ou on peut faire des choses qui paraissent plus naturelles. Ici, même s'il y a encore un peu de courbure sur l'horizon, on aurait très bien pu le redresser. Voilà un petit exemple de ce qu'on peut faire. Donc, comme je le disais, tout ça, c'est bien beau aujourd'hui. La technique, c'est un vrai point de friction. Et la question, au final, c'est de savoir comment est-ce que cette technique, elle permet de challenger un petit peu ce qu'on fait en termes de créativité. Et là-dessus, il y a un certain nombre de choses qu'on a appris depuis qu'on a commencé à travailler dans la VR. Par les différents tournages qu'on a pu faire, en regardant, en réfléchissant un peu à tout ça, on peut commencer à sortir certaines bonnes pratiques que du coup je vais essayer de partager avec vous. Il y en a un certain nombre aussi sur lesquels Mathieu reviendra tout à l'heure. La première des bonnes pratiques que j'aurais tendance à recommander, c'est le workflow est un petit peu différent de ce qu'on peut penser initialement. Les gens qui se lancent dans la VR vont avoir tendance à filmer, revenir, assembler les vidéos entre elles et essayer d'arriver à un résultat absolument parfait sur toutes les vidéos qu'ils font et puis rendre tout ça et ensuite commencer à réfléchir à leur edit. Et c'est au final une solution qui est un peu mauvaise puisque globalement on se retrouve avec des processus qui sont extrêmement longs, extrêmement éprouvants. L'assemblage pour arriver à la perfection, ça peut nécessiter plusieurs heures, voire plusieurs jours de travail par plan. Ce qui veut dire que du coup on se retrouve un petit peu avec une charge émotionnelle dans les plans sur lesquels on a passé 8 heures qui va rendre un petit peu difficile le fait de se dire en fait ce plan là il rentre pas dans mon edit, il est pas bon donc je vais pas l'utiliser. Idéalement il faut passer le moins de temps possible à faire un tout premier assemblage, un premier stitch
sur lequel qu'on va pouvoir envoyer dans Adobe Premiere pour commencer à faire l'édit. Et au final, l'idée est vraiment d'importer son footage, d'arriver à un premier assemblage le plus vite possible et ensuite de mettre tout ça dans Premiere et de ne rouvrir les logiciels qui permettent de réellement assembler, de ne vraiment essayer d'arriver à un résultat parfait qu'une fois qu'on a notre edit lock, globalement. C'est le travail sur l'assemblage en lui-même, c'est la toute dernière étape dans la création d'une expérience en vidéo 360, contrairement à ce qu'on pourrait penser initialement. Pour vous donner une idée des temps, chez nous, la règle générale pour la personne qui s'occupe de faire les expériences GoPro en 360, c'est qu'une minute d'édit, c'est une semaine de travail, à peu près. C'est ça la base pour arriver au résultat que nous, on souhaite avoir. Ensuite, au moment, donc, on peut trouver des bonnes pratiques à peu près à toutes les étapes de ce workflow. Et la première étant du coup la production. La vidéo 360, on part donc du coup de 6 caméras et c'est vraiment crucial de se poser systématiquement la question de qu'est-ce que voit chaque caméra. La règle générale va être de se dire que on a une caméra qui va capturer notre action principale, puisque les problèmes interviennent à cause de la parallaxe dans les zones où les caméras se rejoignent entre elles, sur les zones de recouvrement entre les différentes caméras. Donc essayer d'avoir tout le temps une caméra qui va regarder notre action principale, c'est absolument crucial. Et on peut aussi, assez souvent, un rig comme l'Omni, c'est un format qui est assez courant dans les rigs 360. Il a une position qui va être plutôt en forme de losange, pour tout un tas de raisons, dont le fait que ça fait disparaître une grande partie du trépied, du monopode, etc. Mais dans certains cas, ça peut aussi être pertinent de mettre le rig en position carrée, à l'horizontale. Ça fait ressortir beaucoup plus tous les systèmes de support du rig, mais par contre, ça a l'avantage d'avoir des zones de vision des caméras et des zones des lignes de stitch qui sont verticales, donc qui sont beaucoup plus faciles à gérer ensuite en post-production. Mais il y a vraiment cette idée de se dire, OK, qu'est-ce que voit chaque caméra? Ici, on voit les démarcations entre les différentes caméras, et la zone qui est en blanc, c'est le champ de vision d'une seule des caméras. On voit aussi d'ailleurs que en post-production, avec les logiciels qu'on utilise pour assembler les caméras, on peut choisir, affiner un petit peu où est-ce que la séparation va se faire, ce qui permet de vraiment exploiter l'ensemble d'une image. Donc voilà, ça peut simplifier un petit peu le processus dans certains cas. Et concrètement, quand on peut avoir un peu de contrôle sur une zone de tournage, quand on cherche à savoir qu'est-ce que voit chaque caméra et comment est-ce qu'on travaille avec ça, on peut notamment, par exemple, mettre des indications pour les personnes avec lesquelles on travaille. Ici, dans ce cas-là, c'est le cas d'un tournage de musique en live. La caméra était au centre d'un groupe qui était installé en cercle tout autour. Et il y a une danseuse qui dansait autour de la caméra. Et ici, la méthode la plus simple, c'était de prendre du gaffeur noir, le scotcher au sol, en gros, les angles de vision, mettre des croix dans les zones où clairement, il ne fallait pas que la danseuse se rapproche de la caméra. Et les autres triangles, clairement, à cet endroit-là, la danseuse pouvait, si elle souhaitait, se rapprocher à 50 cm, 1 mètre de la caméra. Et je savais que derrière, en post-production, on n'aurait pas de souci pour assembler tout ça, puisque je pourrais vraiment utiliser uniquement la vue d'une seule caméra. Voilà, ça c'est des petits détails. À partir du moment où on peut avoir un petit peu de contrôle sur son environnement, ce genre de techniques sont assez importantes. D'autant que, au final, moi, le fait d'avoir des marquages et des choses au sol, au pied de ma caméra, c'est pas crucial, puisque de toute façon, je vais devoir faire de la post-production. Pourquoi? Parce que quand on a une caméra ici, mon camarade qui filmait le plan d'arrivée sur les Champs-Élysées du Tour de France était accroupi au pied de la caméra. Il y avait le trépied, il y a son sac à dos, il y a des choses tout autour. Et du coup, si je regarde ça dans un casque, si je baisse la tête, je vais me retrouver, je suis debout sur la casquette d'un mec. Ce qui est un petit peu étrange. Donc de toute façon, pour essayer d'éviter de rompre l'immersion, on va systématiquement essayer de se débarrasser de ça, ce qu'on appelle le nadir. Et c'est un peu un des soucis principaux aujourd'hui que les créateurs de 360 ont. C'est comment est-ce qu'on gère ces choses-là, notamment sur tous les plans en mouvement. Il y a un certain nombre de techniques, les deux assez courantes sont par exemple de recréer un patch JPEG statique dans Photoshop qu'on va ensuite réimporter.
on peut faire ça à différentes étapes et il y a tout un ensemble de techniques qui permettent de le faire. Mais voilà, ça c'est une des méthodes les plus courantes de juste simplement remettre un JPEG statique. Ou sinon avec par exemple pour des plans de drone, la solution la plus couramment utilisée va être de mettre une caméra au-dessus du drone qu'on va resynchroniser et réintégrer à notre sphère pour que le drone soit au final pris en sandwich entre des images qui viennent de plusieurs caméras. Les autres difficultés liées à la vidéo 360, c'est aussi le positionnement de la caméra. Il y a quelque chose d'assez simple, mais qu'on peut assez vite oublier, c'est que la caméra, c'est le spectateur. Si notre expérience est destinée à être regardée dans un casque, la caméra, c'est une personne. Et ça, je sais que Mathieu va en reparler tout à l'heure, mais ça a plusieurs conséquences, notamment le fait que pour des interviews ou des choses comme ça, d'une façon générale, ça veut dire que nos acteurs ou les personnes avec lesquelles on travaille peuvent interagir avec la caméra, ce qui est quelque chose d'assez nouveau et étrange dans le monde de la captation vidéo. En termes de quelques bonnes pratiques très rapides, le positionnement d'une caméra à hauteur d'œil est quand même ce qui est le plus souvent assez naturel et fonctionne bien en 360. Mixer ça avec des perspectives un peu uniques et différentes apporte aussi des résultats intéressants. En termes de positionnement de la caméra, on a aussi quelque chose de basique, c'est qu'on travaille avec des caméras qui ont souvent des objectifs fisheye, ce qui veut dire qu'il y a on va dire une zone intéressante dans laquelle il peut se passer des choses qui fait entre 1 et 6 mètres à peu près. Avant, on s'expose à des problèmes liés à la parallaxe. Au-delà, c'est trop loin et on ne va pas avoir une bonne perception de ce qui se passe. Et il y a tous les problèmes aussi, évidemment, sur la position de la caméra qui sont liés au mouvement. La stabilisation est absolument cruciale. Pareil, la personne de France Télévisions en parlait hier sur le tournage en hélicoptère au-dessus de Paris. La stabilisation d'une caméra qui est posée qui est tenue dans un hélicoptère qui vibre en permanence, ça va apporter des difficultés sur les lignes de stitch puisque les caméras ne vont pas vibrer dans le même temps. Et il y a tout un ensemble d'outils qui permettent d'essayer de stabiliser les choses. À la fois, il y a des voitures télécommandées avec des systèmes de stabilisateurs, des gyroscopes, il y a tout un ensemble de techniques qu'il faut étudier et qui réclament des fois un petit peu d'investissement pour réussir à les gérer. Et ensuite, la dernière difficulté centrale liée à la vidéo 360 et aux médias immersifs d'une façon générale, celle qui inquiète absolument tout le monde, c'est le fait de capter l'attention. Jusqu'à présent, les créateurs de contenu avaient un rôle un peu privilégié. C'est-à-dire qu'ils avaient des gens qui allaient regarder une zone délimitée et les réalisateurs avaient le contrôle absolu sur ce que les personnes allaient regarder. Et c'est ce qui nous a permis de créer des films. C'était une position assez privilégiée. Au final, il n'y a pas énormément de domaines dans lesquels on donne notre attention dans une seule direction, à une seule chose comme ça pendant des périodes assez longues. Et du coup, évidemment, ça terrifie tout le monde de se dire « mais maintenant, en VR, j'ai plus ça, j'ai plus le contrôle ». Et au final, j'aurais tendance à dire que tout le but du jeu avec la VR, c'est de donner au spectateur l'illusion que c'est lui qui a le contrôle, mais pas du tout. En fait, le principe, c'est réellement ça. C'est essayer de trouver comment est-ce que vous allez capter l'attention de votre auditoire pour que, alors que lui pense qu'il peut regarder dans toutes les directions, en fait, il regarde réellement dans la direction que vous avez envie de vous avez envie qu'il regarde. Il y a un ensemble pareil de techniques. La gestion de la lumière, on peut le voir là sur un plan comme ça. Si on regarde un petit peu autour de nous dans le casque, évidemment, les patchs de lumière vont être ceux qui vont attirer notre attention immédiatement. Et donc, on va plutôt avoir tendance à se concentrer sur ces zones-là. On peut utiliser la même chose avec des zones de flou. J'ai vu ça, il y a des gens qui l'ont utilisé de façon assez intelligente en floutant légèrement les zones qui n'étaient pas pertinentes à ce moment-là de la vidéo. Et ça permet de capter l'attention et de s'en assurer. Et ensuite, du coup, si on a par exemple une zone de lumière comme celle-ci, on est à peu près certain que la personne va regarder le plongeur qui est devant à gauche. Et c'est-à-dire que globalement, sachant qu'ici, l'image que vous voyez, c'est une sphère complète, globalement, on sait que la personne va être en train de regarder dans cette direction-là.
C'est-à-dire que derrière, sur le plan suivant, on va pouvoir faire apparaître quelque chose à cet endroit-là, et on est à peu près sûr que c'est à cet endroit-là que la personne était en train de regarder. Et à partir de là, si on déplace cette chose-là, on va pouvoir essayer de capter l'attention de la personne, puisque naturellement, les gens vont avoir tendance à suivre du regard ce qui se passe autour d'eux. Malgré tout, il y a une petite annotation par rapport à ça, c'est que la VR est un média qui demande du temps systématiquement aux spectateurs. Si la règle générale était de faire des plans, des cuts entre 4 et 5 secondes habituellement avec de la vidéo, en VR, on est plutôt entre 10 et 15 secondes minimum. Moins de 10 secondes, ça ne fonctionne vraiment pas. C'est hyper frustrant à regarder parce qu'on a la sensation de ne pas avoir le temps de se sentir immergé dans le plan. Mais malgré tout, même si on a laissé un petit peu de temps à la personne pour regarder autour, a priori, elle est en train de regarder sur la gauche. Et du coup, on peut utiliser des schémas de ce type-là, par exemple, pour essayer de planifier un petit peu les mouvements. C'est illusoire de penser qu'on va faire 180 degrés à la personne qui va regarder la vidéo. Par contre, essayer de le déplacer de 40 degrés entre une scène et une autre, ça fonctionne assez bien et assez naturellement. Et du coup, essayer d'utiliser des schémas de ce genre-là, ça permet de planifier, d'y réfléchir un petit peu. Et ensuite, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle, il faut faire des tests. Je sais que chez nous, la personne qui crée les expériences VR pour GoPro, on a un plugin pour Premiere qui permet de visualiser en 360 avec un casque, avec un Oculus. Et du coup, globalement, quand il est en train de travailler sur ses expériences, quand il est en train de faire son montage, il va attraper n'importe qui passe dans un rayon de 50 mètres autour de son bureau, lui mettre un Oculus Rift sur la tête et le poser sur une chaise pivotante et lui faire regarder sa vidéo. Et lui, pendant ce temps-là, il regarde sur son écran d'ordinateur, il regarde qu'est-ce qu'est en train de regarder la personne. Quand est-ce qu'il y a des moments où la personne est en train de chercher où est-ce qu'elle doit regarder, quand est-ce que la personne ne voit pas ce que lui avait envie de montrer. Et à partir de là, ensuite, avec un autre plugin qu'on a pour Premiere, il va pouvoir pivoter les sphères et essayer de réorganiser la façon dont les sphères, réorganiser un petit peu la chorégraphie la chorégraphie de l'expérience pour essayer de faire en sorte que tout ça s'aligne assez bien et que les gens ne ratent pas d'éléments principaux. Et juste très rapidement, c'est par exemple ce à quoi ça peut ressembler ensuite, même quand on est dans la phase précédente. Ici, on a une demi-sphère du coup. S'il faut imaginer que ça, c'est une sphère coupée en deux qu'on a ensuite remise à plat et où on peut essayer de travailler sur comment est-ce que les mouvements vont se diffuser, etc. Et ensuite, je vais laisser la parole à Marc, puisqu'évidemment, derrière, le point crucial pour capter l'attention des gens en VR, c'est aussi le son.